Bonjour et merci de votre fidélité à Débat de presse, l'émission de décryptage des faits de l'actualité nationale et internationale sur la RTB. Ce dimanche, 4 sujets convoqués au débat. D'abord, le discours sur la situation de la nation prononcé par le Premier ministre Christophe Dabiré, entre réalisme et insatisfaction. Que penser de la situation de la nation dépeint par le Premier ministre? On en débat dans le débat de presse ce matin. Deuxième sujet convoqué au débat, les députés ont examiné le rapport de la mission d'information sur les fonds miniers. Que penser de la contribution des mines à l'économie du Burkina, mais également à l'effort de guerre et à tout ce qui concerne le développement? On en débat dans le débat de presse. Troisième sujet de débat à débat de presse, c'est combat à main nue dans les rues de Ouagadougou, où on voit souvent des adolescents à la ZAD derrière le CIAO. Que penser de ces fights, street fighters, comme souvent ils les appellent? La police s'en est menée le mercredi dernier. On a appris que des interpellations ont été opérées par la police. Quelle est la suite à donner à ce dossier? On en débat dans le débat de presse. Et enfin, le Burundi avec le président Nkurunziza qui devient en quelque sorte un super président après son retrait des élections présidentielles. Donc, sont venus pour le débat. À ma droite, Albert Nagrego de Libre Info. Bonjour Albert. Bonjour Fousséni. Merci d'être là pour le débat. À ma gauche, Joachim Vokuma de Kasseto.net. Bonjour Joachim et merci d'être là pour le débat. Et Yacinthe Sanou de Omega FM est avec nous également. Bonjour Yacinthe. Bonjour Fousséni. Merci d'être là pour le débat. Merci. Xavier Belem-Yegré de Radio Burkina est avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour Kindo. Et merci d'être là pour le débat. Xavier, on commence d'ailleurs avec vous. Le Premier ministre Christophe Dabiré a présenté mardi dernier à l'Assemblée nationale la situation de la nation à travers son discours. Plusieurs sujets ont été abordés, mais finalement, il y a eu des insatisfactions, comme c'est toujours le cas avec ce genre d'exercice. Vous, personnellement, comment vous analysez ces sujets? Alors, naturellement, il faut dire que ce discours était beaucoup attendu au regard donc de ce qu'on voit sur le terrain. Le Premier ministre a avancé donc des chiffres. Sur le plan social, par exemple, on note la construction de beaucoup d'écoles. Il a parlé aussi de nouveaux médecins qui ont été recrutés pour renforcer le système sanitaire. Maintenant, l'analyse est que souvent les politiques publiques sont nettement en deçà des attentes des populations. Lorsqu'on prend par exemple la construction des écoles, vous voyez, on parle désormais des écoles sous paillotes, et dès lors que le ministère retourne, il y a des écoles qui se poussent. Les écoles sous paillotes, bien sûr, qui se poussent. C'est la preuve que les politiques publiques développées par l'État n'est pas en adéquation avec les besoins réels, les attentes réelles des populations sur le terrain. Sur le plan économique, le Premier ministre a parlé d'un chiffre 5,7% de croissance économique. Maintenant, quel est l'impact de ce taux de croissance par rapport à ce que nous avons comme poids social aujourd'hui? Quand on prend par exemple les déplacés internes, nous avons à peu près 800 000 déplacés internes. Comment ces gens perçoivent donc ce taux de croissance qui a été avancé par le Premier ministre? C'est difficilement perceptible. Il y a aussi le Front social qui est là, qui n'a pas facilité les choses au cours de l'année 2019. Je pense que le discours du Premier ministre peut traduire une certaine réalité du terrain. Malheureusement, ces politiques publiques développées, de mon point de vue, au cours de l'année 2019, n'a pas, en tout cas, ne satisfait pas les besoins des populations sur le terrain. Oui, Albert Nagrego de Libre Info. Libre Info, je rappelle que c'est un site d'information, un média en ligne. Et le discours est censé faire le bilan de l'année 2019, mais on l'a vu, actualité oblige, le Premier ministre est revenu sur un certain nombre de faits de l'année 2020, comme pour dire que ce bilan auquel on s'attendait est un bilan précipité.
Oui, un bilan précipité, mais aussi préparé parce qu'il devait s'attendre à cet exercice, parce que c'est un exercice qui est prévu par la Constitution. Donc, logiquement, ses collaborateurs, les membres du gouvernement, devaient travailler également à présenter ce bilan. L'actualité oblige, on est tout à fait d'accord avec la pandémie Covid-19 et puis le terrorisme aussi. Mais à côté de ça, il faut reconnaître que c'est un bilan qui ne change pas forcément grand-chose parce que on va dire que très peu s'attendaient à quelque chose de particulier parce qu'on voit également sur le terrain tous les jours ce qui se passe. Il parlait tantôt des déplacés internes. On le voit tous. Qu'est-ce qui est fait pour ces déplacés internes? On a vu des actions de solidarité qui se sont développées. On a vu un gouvernement qui est un peu plus en retrait, qui ne joue pas véritablement le rôle humanitaire ou action sociale qu'on devrait voir le plus. On en a vu à Kongoussi, on en a vu également à Kaya, dans la région du centre-nord, dans d'autres localités aussi du Burkina. Le terrorisme, on le sait tous également que ce problème, il est toujours d'actualité. Sur le fond, on ne voit pas effectivement quelque chose qui est fait pour améliorer la situation en termes de sécurité, en termes également de maillage sécuritaire dans les différentes zones un peu touchées par le terrorisme. Donc, c'est un bilan qui était attendu, mais il n'y a véritablement pas grand-chose à mettre sous la dent à l'arrivée. Oui, et Joachim Vokouma, il l'a dit, le Premier ministre, le Burkina vit, mais le Burkina vit difficilement, si on s'en tient aux réalités. Et ce bilan qui est quelque peu émoussé par la pandémie du Covid-19, qui vient éclipser pratiquement tout ce qu'on avait comme problème que vit le Burkina, notamment le terrorisme, les mouvements sociaux et tout ce qui concerne un peu l'indigence, la pauvreté auxquelles les Burkinabés sont confrontés. Est-ce que vous, personnellement, vous avez senti un bilan qui est fidèle à la réalité? Bon, déjà, je veux profiter, comme Yacine dire, bonne fête aux musulmans de Burkina. C'est vrai que ce bilan, l'état de la nation qu'il a présenté, cette année, c'est le sien. L'année dernière, vous vous rappelez, il avait présenté un état qui n'était pas le sien, qui était celui de son prédécesseur, qu'il avait endossé. Mais bon, on peut dire que 2019, c'est le bilan à lui. Donc, l'état de la nation qu'il a établi, c'est l'action, le résultat de son action à la tête du gouvernement. Bon, c'est toujours un peu difficile d'apporter une appréciation sur ce type de discours. Les chiffres qu'il a donnés, évidemment, il faut donner des chiffres. Le taux de croissance de 5,7%, c'est relativement, c'est quand même un bon taux. Score. Oui, un bon taux parce que j'ai regardé, il y a la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui sont dans l'espace UEMOA, qui sont devant le Burkina, donc troisième taux de croissance dans l'espace UEMOA, ce qui n'est pas rien vu. Mais quand on prend les deux pays, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils ne sont pas confrontés aux mêmes difficultés que nous, notamment la question du terrorisme qui a pompé énormément de ressources budgétaires depuis pratiquement 3 ans. Donc c'est quand même un bilan qui est un taux de croissance qui est appréciable. Maintenant, comme disait Bilan Tigré tout à l'heure, c'est vrai, quand on prend les 5,7, ça c'est le taux brut. Mais si on tient compte du taux de croissance démographique également, qui est autour de 3%, bon, on se retrouve à peu près avec 2 et quelques, ce qui n'est pas significatif pour inverser le taux, avoir un impact sur le taux de pauvreté. C'est ça tout le problème des pays africains depuis plusieurs décennies d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un taux de croissance réel au moins de 10% sur au moins 5 ans. Oui, dans le PNDS, comme dans la SCAD avant d'ailleurs, c'était ce qui était prévu. Au moins 7 ans sur 5 ans, 7% sur 5 ans, pour avoir un impact sur la croissance et la réduction du taux de pauvreté. Parce que dans le contexte actuel, c'était possible de le faire. Surtout que le Covid est venu s'ajouter. C'est pratiquement... 2019. Oui, 2019. Pratiquement, puisque le Covid arrive en mars 2020. Voilà, 2020. Mais il y a quand même eu des réaménagements aussi, des lignes budgétaires pour tenir compte de tout ça. Donc, c'est quand même difficile. Moi, j'ai noté, par exemple, il a évoqué tout à l'heure, j'ai noté par exemple, les écoles sous Payotte, c'est quelque chose que je suis depuis le début. Le président s'était engagé à résorber 4353 salles, écoles sous Payotte.
j'ai regardé les chiffres qu'ils ont publiés, puisqu'ils ont mis des annexes. Oui, tout à fait. Des annexes, des statistiques assez intéressantes, il faut regarder. On est à 2578 réalisés en 2019. Donc il reste encore 5-6 mois pour atteindre les 353. Donc, sachant que au fur et à mesure que les écoles supérieures sont résorbées, il y a d'autres qui s'ajoutent. Je parlais du taux de croissance démographique puisque l'école est gratuite, obligatoire. Vous ne pouvez pas refuser des parents qui amènent leurs enfants pour inscrire. Une fois qu'on les inscrit, qu'il n'y a pas de classe, il faut se débrouiller. Et c'est ce qui se passe dans plusieurs localités. On improvise des écoles supérieures. Donc, au fur et à mesure que des écoles sont résorbées, d'autres sont créées et finalement c'est comme une sorte de spirale. Tourner des Danaïdes comme on dit, et on ne sait pas comment on va s'en sortir. Sur les lycées techniques, dans les 13 régions, j'ai regardé, il y a 4 qui sont réalisés et 4 qui sont en cours. Un bilan à peu près appréciable, si on s'en tient aux chiffres. Maintenant, il faut aller sur le terrain pour vérifier l'effectivité de ces chiffres-là. Sur la gratuité des soins, j'ai vu que ça a quand même beaucoup augmenté. Il y a 39 millions d'actes qui ont été produits au profit des enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Bon, c'est des grands axes comme ça que j'ai regardé. Oui, mais Joachim, on n'est pas pour l'instant au bilan du programme du président. Le temps viendra où on le fera. Ça, c'est juste un bilan d'une année de gestion. Oui, voilà. Oui, non, c'est un bilan, mais qui part quand même sur la base des engagements qui ont été pris. C'est-à-dire, on apprécie ce qui a été fait par rapport à des engagements qui ont été pris. Parce que j'ai regardé les tableaux, il y a souvent dans certains ministères, ils mettent réalisation, mais par rapport à quoi? On ne peut pas apprécier le taux de réalisation si on ne sait pas quelle est la base de départ. Voilà. Bon, là, ça donne quelques idées pour voir à peu près si des efforts ont été faits, est-ce que des résultats ont été atteints. Bon, sur quelques secteurs, effectivement, il y a pas mal de bilans qui sont établis, qui sont, peut-être appréciables. Il faut voir. C'est vrai, la demande sociale, évidemment, c'est autre chose. Tous les gouvernements du monde ne peuvent jamais satisfaire la demande sociale, même dans les pays nordiques où le niveau de vie sociale est assez élevé. Il y a toujours des demandes sociales qui sont en attente. C'est le cas dans nos pays qui sont confrontés avec beaucoup de difficultés, avec des ressources un peu disparates, un peu rares. Bon. Donc, on va y revenir. Yacine Sanou, votre avis également est que ce discours reflète la réalité de 2019, mais peut-être pas que quelque part les chiffres qui sont fournis, parce que les réalités du Burkina peut-être dépassent aussi les chiffres. Oui, mais pour cet exercice, les chiffres donnés sont ceux qui devaient être donnés. Et la posture prise, je pense, par le Premier ministre est celle qui devait être prise dans sa fonction. Déjà, il faut saluer dans la forme, pour moi, la maîtrise, pour une fois, en tout cas à mon avis, de cet exercice-là. Déjà, le discours n'était pas long, une quarantaine de minutes. Et on a veillé, comme l'a dit Vokouma, à mettre des annexes pour les chiffres qui, le plus souvent, nous martèlent le cerveau dans ce genre d'exercice. En tout cas, il a été bien maîtrisé avec des questions d'actualité, comme on l'a dit. Maintenant, dans le fond, justement, il y a cet exercice-là qui était de faire un bilan de santé d'un pays malade. Et donc, de rester positif. Et il a veillé à rester positif, en fait, en faisant le bilan de santé. Tout simplement, en ne noircissant pas un tableau déjà assez noir. Les autres sont revenus sur le taux de croissance. On a un recul de 6,6 à 5,7. Mais il a présenté comme étant un des plus performants de la région, comme l'a dit Vokouma, et ce qui est la vérité. Donc, il est allé sur cette posture-là. Il n'a donné aucun chiffre, par exemple, dans son discours, sur les incidents terroristes et sur le bilan humain notamment. Il ne l'a pas fait ressortir. Pourtant, on a près de 539 incidents en 2019, avec plus de 1700 morts, dont 1000 civils. Donc, vous avez des aspects comme ça qu'il est plutôt allé sur la prise en charge
humanitaires entreprises par l'État, notamment avec les 3,9 milliards. Aussi, les programmes d'urgence pour le Sahel, les programmes de développement économique local, pour pouvoir positiver sur ces différents aspects. Pourtant, l'insécurité reste l'un des talons d'Achille de ce gouvernement. Donc, il est vraiment resté dans cette posture positive. Et quand on regarde également d'autres aspects, sans compter la question des personnes déplacées internes évoquées par Belén Yegré, qui n'est pas ressortie, les chiffres ne sont pas ressortis dans son discours. Pourtant, on a plus de 850 000 aujourd'hui personnes déplacées internes, qui, quoi qu'on dise, quelle que soit la problématique qui se pose en matière politique, économique et sociale, rentrent en ligne de compte. Quand on parle de Covid-19, quand on parle de sécurité, ces personnes-là rentrent en ligne de compte dans le chiffre. Donc, malheureusement, il est resté dans la posture positive, vraiment brosser l'image d'un gouvernement qui travaille et qui ne fait aucune mention en fait de ces zones-là. Il a également, sur un aspect qui m'a tiqué, c'est que le mot PNDS n'est revenu qu'une seule fois. Donc, ça nous change du discours qu'on a connu jusque-là, avec un martèlement de ce fameux mot, dont on n'a même pas toutes les postures. Il y a autant d'aspects, quand vous décortiquez le discours, où vraiment il avait à rester positif sur chaque point qui était négatif. On va parler tout à l'heure de la question de l'exploitation d'or. Il est resté sur les 50 tonnes donc exploitées en 2019, en restant positif, sans parler des conventions minières qui posent problème, comme on en parle là. Donc, tout à l'heure, oui. La question d'actualité de Tambal Bougou, il dit faire confiance à la justice. La même justice qui condamnait l'État il y a quelques mois, on en a parlé ici, les magistrats, donc, il y a quelques jours, sur le salaire de la même justice qui depuis Yurugu, en janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui, avec tous les cas qui a eu lieu dans ce cas de figure, n'a pas jugé un seul dossier. Mais il est resté positif en réaffirmant toute sa confiance donc, en cette justice. Il y a cette posture, en tout cas, qu'il a prise dans le discours qui était dans la ligne droite de sa fonction et qui, pour moi, fait qu'il a assez bien réussi son exercice. Il a une certaine aisance, une certaine forme de communication, un style qui est différent de ce qu'on a connu par le passé et qui est beaucoup plus rassurant pour ce qui est, on l'a senti un peu chez les députés, c'est pas pour rien qu'on lui a dit qu'il était beau et intelligent, et qui a, pour moi, donné une certaine ambiance de nature positive à ce bilan de santé qui, pour moi, d'un pays qui en passe d'être interné à Tenganogo, parce qu'on a certains points qui sont vraiment assez criards aujourd'hui lorsqu'on regarde l'actualité. Mais lui, il est resté positif en restant en tout cas à une visée sur l'avenir, en réaffirmant cette question de solidarité, cette question d'appel à la trêve sociale, d'union des fils et des filles du Burkina. Et je pense que c'est tout ce qu'on demande à un chef du gouvernement qu'il est. Oui. Et Albert, donc, vous qui estimez qu'il n'y a pas beaucoup de choses à se faire sous la dent, on l'a vu, c'est un discours qui fait le bilan, mais aussi qui n'occulte pas les difficultés auxquelles le Burkina Faso est confronté aujourd'hui, même si, Hyacinthe le dit, le patient burkina vit comme il peut et certainement il survit. Voilà. Le patient burkina survit comme il peut. Donc, quelque part, il y a quand même du positif dans ce qui est dit et ce qui a été fait. Ben, je suis d'accord avec vous qu'on choisit l'angle qui nous arrange. Tantôt, on a parlé des chiffres de croissance, la troisième place du Burkina lui-même. Le Burkina a toujours occupé, pour la plupart du temps, a toujours occupé cette troisième place. Ce n'est pas extraordinaire. Quand on parle des taux de croissance également, ce taux de croissance, il est connu depuis longtemps. Mais concrètement, est-ce que c'est ça qu'on vit aujourd'hui? C'est ce taux de croissance qu'on vit aujourd'hui? Ce n'est pas évident. Quand on choisit de parler d'affaires appel à l'unité, c'est le langage de tous les jours. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on parle on appelle à la cohésion, on montre un Burkina qui est beau, qui avance. Est-ce qu'on a besoin de ce Burkina sur lequel on met du vernis, ou on a besoin du Burkina où on est en chantier, où on travaille pour avancer? Moi, je suis d'accord que quand je prends par exemple ce gouvernement aujourd'hui, il y a un aspect qui me marque beaucoup. En termes d'infrastructure, surtout routière, je suis de ceux-là qui pensent que le gouvernement a fait mieux sur ce volet. Il n'y a rien à faire. Mais quand on prend par exemple le cas de l'éducation aujourd'hui,
Vous ne pouvez pas occulter, par exemple, l'absence de dialogue actuellement entre le gouvernement et les syndicats, les partenaires sociaux, qui peut-être peut être un nœud gordien également pour la reprise des cours. Il faut l'accepter. Mais qu'est-ce que ce gouvernement a pu faire? Quand vous causez avec les acteurs, les partenaires sociaux, vous direz que le gouvernement ne veut pas aller au dialogue. Quand vous causez également avec le gouvernement, on va dire que c'est les partenaires sociaux qui ne veulent pas aller au dialogue. Quand on se rappelle également de la grève de Sincha, on a fait combien de jours ici à observer des problèmes dans les hôpitaux au Burkina où ça n'allait pas? Où avons-nous mis le dialogue? Il y a un problème qui s'oppose. Donc c'est des sujets très majeurs quand même. Quand on revient sur la question de sécurité ou de l'insécurité également, on va vous dire également qu'aujourd'hui, vous prenez le Sahel, vous avez presque tous les détachements militaires qui sont presque tombés ou qui n'existent même pas. Est-ce que dans ce bilan du gouvernement 2019, on en a fait cas? Qu'est-ce qu'on a proposé comme solution par rapport à cette situation? Et on va plus loin. Quand vous prenez également au niveau je vais parler au niveau du développement humain, il y a toujours des problèmes. Vous avez parlé des écoles sous paillotte. Mais combien d'écoles aujourd'hui sont décoiffées après les constructions? Donc il y a le problème des marchés, des exécutions de marchés publics aujourd'hui. Mais à ma connaissance, je ne pense pas que des entreprises ont déjà payé les frais de ce travail bâclé, qu'on a vu un peu dans le centre-ouest, on a vu au sud-ouest, on a vu dans le centre-est récemment. Mais on a besoin de savoir quel est l'exemple. Est-ce que la justice fonctionne bien ou elle ne fonctionne pas? Il faut que tous ces éléments-là soient mis ensemble et qu'on nous dise, voilà, là où on veut aller pour que nous soyons rassurés que les choses marchent. Sinon, si c'est pour venir tenir des discours, c'est bien, c'est beau, mais faisons encore mieux. Oui, et réaction Hyacinthe. Oui. Et puis, il y a juste que il faut tenir compte aussi du cadre. C'est un discours. Comme je l'ai dit, c'est un bilan de santé. C'est un médecin qui vient vous dire, voici ce que le patient a, et moi, je vais le soigner. Et donc, sa façon de présenter, on peut en discuter, mais il ne peut pas ne pas être dans la logique où nous allons travailler à résoudre, voici le problème. Il peut travailler à édulcorer certains points, c'est aussi une posture qui peut avoir, mais à charge, pour les députés, notamment de l'opposition, de relever ce qu'il va vouloir cacher. Quand, par exemple, on a tous parlé de l'autorité de l'État qui est vraiment à terre lorsqu'on regarde certaines actualités. Lui, il parle d'exercices poussés de la liberté sous le régime comparé. C'est une formulation qui tend à dire que c'est les citoyens qui sont beaucoup plus libres aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a le fait de relever. Ça veut dire que c'est sa posture. Il est dans cette posture-là. Des médecins qui vous présentent le bilan de santé, voici le bilan de santé, voici ce que le patient a. Et nous allons travailler à faire ça, ça, ça et ça. Maintenant, bien sûr, son style peut ne pas plaire, la posture prise peut ne pas plaire, mais chaque médecin a sa façon de présenter, je me dis. Et lui, il a choisi cet aspect-là de positiver. Et je pense que, vu certains développements, on en a beaucoup besoin d'avoir ce regard. C'est bon pour le moral, d'avoir ce regard-là. Quitte pour moi, et c'est ce qui a été intéressant dans certaines questions, avec les députés, l'échange avec les députés, de revenir point sur certaines questions qui ne marchent pas et de savoir ce que le gouvernement compte faire. Si ce point-là, c'est comme exactement dans le cas du bilan de santé, s'il y a un mal sur lequel il n'a pas prescrit de vous poser la question, mais qu'est-ce qu'il compte faire sur ça? Et il va vous dire, voilà ce qui est prévu. Et je pense que c'était dans ce cadre-là, cet exercice-là, c'est un discours, c'est une présentation. Maintenant, toujours est-il que dans les faits, il y a dans l'action, dans le déroulement de ces décisions-là, il y a des faits qui vont être relevés, il y a des faits qui puissent être pris en compte. Déjà, on aura le bilan du président lui-même d'ici quelques mois. Il y a des faits qui vont être dans... On pourrait revenir là-dessus. Oui, en fait, ce que je voulais ajouter, c'était peut-être... Est-ce qu'il fallait que le Premier ministre vienne nous dire que voilà, en 2019, on a eu tant de décès au niveau des civils, tant de décès au niveau des militaires? Je pense que ça, ce n'était pas, en tout cas, opportun de mon point de vue. Comme Hyacinthe l'a dit, c'était un état de santé que le président et le Premier ministre est venu présenter. Il appartenait bien sûr aux députés de relever certaines insuffisances et de poser certaines questions. Maintenant, on a vu aussi, des inconvenus, selon moi, de certains députés qui, au lieu de poser des questions, ont passé leur temps à encenser le Premier ministre, et c'était de trop. Et à l'opposition comme à la majorité, il y a eu quand même des écarts, de langage de mon point de vue, où des gens, au lieu de poser des questions, parce que les obligations constitutionnelles, les députés croient souvent que c'est l'espace de l'Assemblée, souvent une aubaine pour la campagne ou je ne sais quoi. Mais il faut poser des questions assez crédibles au Premier ministre. Le Premier ministre va répondre aux populations. Maintenant, lorsque vous passez le temps à encenser le Premier ministre, ça aussi c'est de trop. Voilà. En attendant, certainement, Hyacinthe, on va s'arrêter là. Je me rappelle du terme de char à la caisse qui a été débarré par beaucoup de députés. Voilà.
On va peut-être s'arrêter là pour ce sujet en attendant que l'occasion nous soit donnée pour revenir sur le bilan complet du président du Faso qui avait pris bail avec les Burkinabés il y a 5 ans. Et on aura largement l'occasion de revenir dessus. Et Hyacinthe, d'ailleurs, on entame le second sujet avec vous. Les députés ont examiné vendredi dernier le rapport de mission d'information sur les fonds miniers. Il ressort de ce rapport qu'il y a des difficultés. Pour ne pas le dire clairement, les mines ne contribuent pas comme il se doit à l'effort de guerre, au développement du pays. Et plusieurs ministres se sont succédés au parloir pour expliquer, notamment le ministre en charge des mines, mais aussi celle chargée du budget et celui de l'environnement et bien d'autres. Et on l'a vu pendant 7 heures d'ordouille, c'était des débats houleux à l'hémicycle. Oui, c'est à l'image de ce qui est fait actuellement en termes de pratique dans les conventions minières au Burkina, notamment liées à l'exploitation de l'or. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui ne sont pas appliqués tout simplement, des contribuables qui ne casquent pas, et donc on ne comprend pas cette impunité qui est laissée. Et donc je pense que cette mission vient en fait remettre le couvert sur un problème qui avait été élevé déjà en 2015 par un rapport d'enquête parlementaire également sur cet aspect qui avait relevé des fraudes, une impunité fiscale et autant de faits en tout cas. Pour revenir fondamentalement sur ce problème, pour moi, et lorsqu'on écoute les spécialistes dans les conventions minières, il y a au départ cette question de clause de stabilité qui a été évoquée par les compagnies, qui donc pour pouvoir ne pas respecter les changements opérés dans le cadre des impôts, et notamment tout ce qui a été opéré depuis 2003 au Burkina pour les mines, les premières mines. Donc, vous avez des clauses qui n'étaient pas en fait des clauses, puisque avec les révisions, notamment jusqu'en 2015, ces clauses ont été levées. Les taxes et les redevances ne font pas partie des clauses donc, de stabilité. C'est-à-dire que vous devez les payer. Et maintenant, on discute de ce qui est des taux fixes des royalties et autres. Maintenant, entre cette posture des miniers et la réaction de l'État, c'est là que moi je ne comprends pas le fossé qu'il y a. Et ça va au-dessus, ça va sur l'État, comme si les agents de régie financière. Lorsqu'il s'agit de petits contribuables comme les médias, on a comme l'impression qu'il y a une complicité qui ne dit pas son nom entre l'État et les mines. Laisse penser, comme le dit certains spécialistes, à de la corruption également dans ce milieu, parce qu'il n'y a pas autre mise. On parle de près de 550 milliards de recettes qui ne sont pas recouvrées aujourd'hui. Donc, sur certaines conventions, notamment sur les taxes et redevances minières. Sur l'eau, on n'a que 600 millions qui ont été relevés sur la convention financière sur l'eau. 600 millions qui ont été donc recouvrés sur 9 milliards qui devaient être recouvrés, notamment depuis l'application de cette taxe. Donc, il y a autant d'argent qui reste, le contribuable ne paye pas, il n'y a pas de sanctions. Aujourd'hui, l'État burkinabé est à même d'opérer le retrait du permis d'exploitation. On a vu le cas de Tambao. C'est vrai qu'il y a eu justement, l'État burkinabé reste dans ses droits. Donc, on ne comprend pas que l'État ne réagisse pas. Et les agents laissent faire. Quand c'est les petits contribuables, ils réagissent très vite, ils tapent. Mais quand c'est les sites miniers, on reste dans l'expectative, on dit bon, c'est l'État. Et ces miniers continuent de ne pas payer. Aujourd'hui, on a une mine comme Taparco qui ferme en décembre, qui va avec 5 milliards d'aérés non payés. Qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que c'est en cela que les parlementaires doivent pousser l'action. Ce n'est pas seulement l'intervention des ministres. Il faut travailler à ce que s'il y a corruption dans ce milieu-là, on puisse résorber en tout cas ces cas de corruption-là. Et également avoir une volonté politique réelle de réglementer l'exploitation de l'or. C'est ce qu'on ne sent pas malheureusement. Parce que lorsqu'on voit, lorsque les ministres vont se défendre, il est vrai qu'ils expliquent les actions entreprises avec les mines. Sur certains points, on a vu en 2019, même le président du Faso qui est intervenu pour discuter avec les mines, en tout cas les inciter à payer. Elles n'ont fait que payer une avance sur certaines taxes. Elles sont restées dans l'exploitation. Donc, on ne sent pas cette volonté politique de dire aux mines, voici ce que vous devez payer. Si vous ne payez pas, on retire vos... Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que tous les Burkinabés se plaignent de ne pas sentir réellement l'impact de l'exploitation de l'or sur leur quotidien. Le boom minier, on ne sent pas l'impact sur notre quotidien parce qu'il n'y a pas cette rigueur-là dans la gestion des contrats miniers déjà. Et ce qui fait penser, c'est que les conventions sont écrites simplement
par les investisseurs et co-signé par l'État, qui donc, après, se rend compte qu'il y a des clauses qui le limitent et qui est un peu dans l'expectative. Et je pense que c'est ce qu'il faut changer aujourd'hui dans l'exploitation minière au Burkina. En tout cas, changer de formation, et ce soit à l'État, et aussi avec les agents. Si c'est la corruption qui fait qu'ils sont bloqués dans certaines choses, et cette espèce de guéguerre également dénotée par certains spécialistes entre le trésor et les impôts pour ce qui est du recouvrement de ces trucs, peut-être, qui peut être lié aux primes de rendement qui peuvent être ressorties dans ces recouvrements-là. Il faut régler ça se règle par l'État. Qui doit le faire simplement et qu'est-ce qu'il gagne à le faire? Je pense que ça c'est très facile à régler, mais cette posture de rester là, ça fait, il y a eu le rapport d'enquête en 2015, il y a eu cette mission en 2020, pendant ces 5 années de mandat de Roch, on n'a fondamentalement rien vu changer. Et ça, je pense que c'est le début en tout cas de quelque chose. Oui, c'est le début de quelque chose, mais on est en fin de mandat pour le président Roch Kaboré. Joachim Vokouma, est-ce que c'est votre sentiment également que les mines sont des privilégiés au Burkina et que peut-être cette impunité qu'on soupçonne entre l'État et les mines trouve toute sa place du fait qu'il y a un laisser-faire, il y a un laisser-aller dans ce domaine? Ah oui, dans l'opinion, c'est établi, c'est pas discutable. Je veux dire qu'il y ait le sentiment qu'on laisse faire les mines comme ils veulent, les sociétés minières qui sont installées ici avec des avantages fiscaux faramineux. Je veux dire, c'était un peu un piège. Voilà. J'avais discuté avec un ancien ministre des Mines qui dit, vous savez, si vous mettez trop de taxes, ils ne vont pas venir. À quoi ça sert d'avoir des richesses au sous-sol et qui ne sont pas exploitées? Donc, il faut alléger le maximum les taxes pour attirer les gens, pour qu'ils viennent. Bon, soit. Mais une fois qu'ils sont là, il y a quand même une période durant laquelle on leur accorde les avantages fiscaux pour les stabiliser, justement. Mais on se rend compte que cette période-là, qui devait être brève, devient éternelle, indéfinie. C'est comme si ces taxes-là sont reconductibles, ces exonérations sont devenues reconductibles. Renouvelables à souhait. À souhait. Et c'est ça qui est quand même gênant dans cette affaire. Quand il a parlé tout à l'heure du fonds minier, vous savez, sur l'eau, par exemple, le ministre de l'eau était là-bas. Et il devait payer 200 francs le mètre cube. Les sociétés minières se sont plaintes que c'est trop. On a ramené à 125. Mais même ça... Qui n'ont pas payé également. Oui, même ça, ils ne paient pas. Tout à fait. Vous voyez, si vous et moi, on ne paie pas notre facture de courant, l'ONER vient couper. Et on est obligé de payer. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et pourtant, ce sont des sociétés qui gagnent quand même beaucoup d'argent. Et quand on regarde même leur bilan officiel déclaré net d'impôts, ça c'est le bilan qu'on présente. Mais bon, on sait bien qu'il y a d'autres bilans. Le bilan réel, il est différent. C'est énormément d'argent. On ne peut pas laisser des gens qui viennent comme ça. Voilà, c'est tout à fait normal qu'ils gagnent de l'argent. Ils ne sont pas venus pour nos beaux yeux. Mais il faut aussi que la contrepartie soit réelle. À l'Assemblée nationale, il y a eu un débat sur la bagarre entre, je sais pas, Sonabi et une société qui commande son carburant directement au lieu de passer par la Sonabi. C'est quand même une concurrence déloyale par rapport aux autres sociétés qui sont obligées de passer par la Sonabi. Il faut que la loi soit la même pour tout le monde. Soit la loi dit que toutes les sociétés minières doivent passer par la Sonabi et tout le monde doit passer par la Sonabi. Il n'y a pas d'exception à faire. Parce que je suis une grosse société, j'ai une grande taille, il n'y a pas de... Et là... Donc il n'y a pas de blanc-seing. Non, voilà, non, ça c'est dans le traitement de ces mines. Des cas qui ne sont pas compréhensibles, qu'on ne peut pas accepter. Et ça a été, j'ai suivi les débats, et le ministre a essayé d'expliquer que c'est un problème commercial entre la Sonabi et... Mais la Sonabi n'est pas une société privée, c'est une société d'État. C'est une société d'État. Et ce qui rapporte la Sonabi, ça va dans les caisses de l'État et ça contribue à régler les problèmes que nous avons évoqués tout à l'heure. Donc on ne peut pas laisser ça comme ça. Ou bien, je ne sais pas, donc la Sonabi peut signer d'autres accords avec d'autres sociétés aussi. Si c'est le cas, il faut qu'on le dise clairement, parce que là, il y a un problème. Donc, sur ce sujet-là, vous avez suivi depuis plusieurs années, les citoyens se plaignent, les populations se plaignent, et il y a eu des manifestations, on a saccagé par certains endroits, que ce soit sur Namisigna,
à Marcoy et des équipements des miniers parce qu'ils ne respectent pas les clauses même qui ont été signées avec les collectivités locales. Tout à fait. Voilà, le fonds de développement. Et on l'a vu, il y a plusieurs maires qui se sont plaints plusieurs fois Voilà. sur le fait que les mines ne reversent pas. C'est 1%, Voilà. c'est 1% de leur chiffre d'affaires qui doit être reversé au fonds minier de développement local. 1%. Mais même ça, ils ne respectent pas. Oui, ça, c'est pas acceptable. Oui. Albert, est-ce que c'est votre avis également que l'État doit être un peu plus regardant et qu'il faut arrêter avec cette situation de laisser aller, de laisser faire? Oui, il faut rappeler d'abord que depuis 2011 et 2009, si je ne m'abuse, l'or est devenu le premier produit d'exportation du Burkina. Donc on peut comprendre quel est le rôle aujourd'hui que ces sociétés minières-là jouent au cœur du développement du Burkina Faso. Alors, pour la question, moi je pense que les responsabilités sont partagées. J'ai essayé de parcourir la synthèse du rapport des députés et quand on voit que le gouvernement à un niveau manque suffisamment d'application des textes. C'est-à-dire les textes sont votés, mais il y a des problèmes de décret d'application où il y a un problème d'incompréhension. Quand vous prenez par exemple... Est-ce que c'est pas sciemment fait? Est-ce que c'est pas fait à dessein? Souvent c'est un problème de communication. Quand vous prenez par exemple le fonds minier qui reviennent aux différentes communes, on vous dit par exemple que dans la commune, il doit y avoir un comité communal de suivi des activités, des chantiers qui doivent être exécutés, notamment dans le cas social. Mais il se trouve que par exemple, c'est le gouverneur qui doit signer l'arrêté qui met en place ce comité, chapeauté par le haut commissaire. Et il y a des communes, par exemple, qui sont retrouvées après avec de l'argent, mais malheureusement, le comité ne fonctionne pas parce que le gouverneur n'avait pas l'information que c'est lui qui doit signer l'arrêté. Donc, du coup, il n'y a pas de comité communal. Alors, ça, c'est des erreurs quand même qui ne devaient pas arriver. C'est très élémentaire. Quand vous prenez, par exemple, parce que le rapport porte sur le fonds minier du développement local et la contribution financière pour l'eau, et je crois aussi pour le fonds de réhabilitation, pour les mines qui sont fermées. Je crois que c'est sur les trois volets-là, plus aussi la promotion de l'emploi des jeunes au niveau des quartiers. Par exemple, quand vous prenez la promotion de l'emploi, vous voyez que c'est régi par le Code du travail, qui est, je crois bien, à lecture, et qui est également régi par le Code minier. Et dans ces deux textes-là, vous allez voir qu'aucun appliqué. Il n'y a pas de décret d'application pour le moment. Donc ces textes ne sont pas appliqués. Il est difficile aujourd'hui de faire la promotion de l'emploi au niveau des nationaux. Donc ça, la faute revient à qui? Est-ce que c'est les miniers? Mais là aussi où je me perds souvent, c'est quand on parle de contribution financière pour l'eau. Je ne vais pas trop m'hazarder dessus parce que je ne sais pas les obligations qu'on met dans contribution. Est-ce que c'est une obligation ou bien la société est libre d'apporter sa contribution pour l'eau? Je ne sais pas trop. Mais là, on a au moins 3 sociétés minières qui respectent à la lettre, par exemple, ça. Sinon, les grandes entreprises minières, personne ne respecte. Vous partez plus loin encore. On dit de payer les 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Quand vous causez, par exemple, avec les communes minières, ils vous diront que non, même ça, ils ne payent pas. C'est l'État qui est obligé. Puisque le fonds minier de développement local, il y a deux sources de revenus. Il y a le 1% et il y a aussi les 20% de royalties reversées à l'État. Donc l'État reverse les 20% des royalties dans le compte du Trésor pour les communes minières. Et ça, c'est pratiquement l'État seul qui paye. Les sociétés minières ne sont pas là pour payer. Et arrivé au moment des répartitions, vous allez voir que c'est l'argent seul, c'est les 20% seul de l'État. Donc finalement, les mines ne payent pas le 1%. Mais le problème qui revient, c'est qu'il faut que le gouvernement revoie les textes, s'assurer que les textes sont appliqués, mettre le cadre juridique en place avant de peut-être maintenant en vouloir aux sociétés minières. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup à faire. Pour revenir un peu sur le cas de la Sonabi, là aussi le rapport il est clair. Parce qu'apparemment, la Sonabi avait accepté de façon spéciale, donner l'autorisation à Yamgol d'importer son carburant. Jusqu'à ce que la Sonabi écrive à Yamgol pour dire qu'elle veut reprendre les choses en main à partir de janvier 2017. Parce que Yamgol reversait, je crois, 11, quelque chose de francs CFA par litre à la Sonabi pour le fait que la Sonabi stocke le carburant de Yamgol dans les cuves de Lomé et de Cotonou. Donc la lettre de 2017, la Sonabi demande à reprendre les choses en main depuis 2017 jusqu'en 2020. C'est ça qui est resté aujourd'hui dans le statu quo. Et le rapport nous fait dire que la Sonabi a perdu 62 milliards de francs CFA pour cette période-là.
62 milliards de francs CFA, on imagine le ministre des Mines qui est à l'Assemblée semble dire qu'il n'est pas au courant. Bon. Il y a un problème. Comment vous voulez aujourd'hui que, par exemple, les partenaires sociaux, je ne sais pas, la population burkinabé, vous puissiez leur dire de serrer la ceinture pendant qu'il y a 62 milliards de francs CFA que la Sonabi a perdu peut-être en 3 ans parce qu'il y a juste peut-être une incompréhension ou peut-être un truc entre la Sonabi et ces sociétés minières. Il y a un problème. Donc, ça rejoint encore l'histoire de procédure. Il faut que le gouvernement ouvre le... Mais moi, au-delà des enquêtes, il faut aussi nous montrer qui sont les actionnaires dans ces sociétés minières. On veut bien comprendre qui sont les actionnaires pour savoir aussi apprécier... Pour une question de transparence. Oui, pour savoir apprécier, pour mieux apprécier la question. Parce que c'est très important aussi. À côté de ça, il faut savoir que on est dans un pays où à tout moment on a besoin, quels sont les dessous. Voilà. Est-ce que les sociétés minières aussi ne sont pas, par moment, ils ne viennent pas au secours de l'État aussi? C'est toutes les questions qu'il faut se poser pour pouvoir analyser cette situation-là. Oui, Xavier, votre avis sur la question. Est-ce que vous êtes du même avis que Albert? Oui, je pense que... il y a un deal qui ne dit pas son nom. Oui, naturellement, lorsqu'on observe un peu les choses depuis pratiquement 2015, quand on a voté la loi au moment du CNT, on a l'impression que c'est peut-être il faut voter des textes en dehors des textes. Les textes sont parfois clairs par rapport aux obligations des uns et des autres. Les gens ne respectent pas et l'impunité continue. Bon, peut-être l'État est suffisamment faible à certains niveaux au point qu'il ne peut pas réagir sur certains points, notamment pour ce qui concerne les grosses boîtes comme les sociétés minières. Vous allez trimballer une société minière dans une juridiction, vous allez peut-être mettre à peu près 1000 ou 2000 personnes en chômage. Je ne sais pas si c'est peut-être ces questions de réalité sociale qui font que l'État n'est pas souvent ferme à certains niveaux. Sinon, on ne peut pas traîner, par exemple, des recettes qu'on doit contribuer depuis pratiquement 2015. Et chaque année, lorsque on voit un peu les questions orales, lorsque le ministre des Mines est devant les députés, ces problèmes d'impayés des sociétés minières revient et on n'arrive pas à résoudre. Est-ce qu'il faut créer des textes en dehors des textes? Vraiment, c'est lamentable. Par rapport à la situation de la Sonabi, par exemple, on ne peut pas, dans un État, contrecarrer et contourner des textes. Voilà une note qui est prise depuis pratiquement 2017. Et on est en 2020 avec un impayé de 62 milliards. Bon, le ministre n'est pas trop au courant. Est-ce que vraiment ça c'est des textes? Grave, quoi. Je veux dire, ça peut arriver dans tous les départements, il peut y avoir des dossiers sur eux, comme ça, les ministres ne sont pas au courant. Oui, juste, non, mais quand même, je pense que c'est peut-être, vous l'avez dit, peut-être il y a des hauts fonctionnaires, des hauts cadres de la République qui sont plus ou moins impliqués dans la gestion de ces fonds miniers et autres. Je veux parler par exemple des structures que les gens créent de façon parallèle quand on prend par exemple les sociétés de placement, les structures de placement par exemple des gens au niveau des sociétés minières, qui sont à la tête de ces sociétés qui recrutent souvent des gens pour les sociétés minières. C'est certainement des gens qui sont impliqués au niveau politique ou au niveau administratif, qui savent bien exploiter les textes à leur guise. Et souvent, les choses peuvent couler de façon silencieuse sans que les premiers responsables de l'État ne soient au courant. Mais je pense que c'est peut-être au niveau, il faut vraiment mettre l'accent sur la moralité. Je pense que c'est peut-être là que chacun se rappelle de son intégrité et puis travaille pour le développement du pays. Sinon, ce n'est pas les textes vraiment qui peuvent encore orienter un peu les positions des uns et des autres par rapport à cette affaire de société minière. Bon, on va revenir certainement sur cette question du rapport de la commission, de la mission sur les mines. Mais on va très rapidement aborder le troisième point, notamment l'organisation du concours de combat à main nue à Ouagadougou, si on peut le dire ainsi. On a appris mercredi dernier que la police a interpellé Jean Albert. Finalement, ces questions posent plusieurs sujets à la fois, plusieurs points à la fois. Il y a des questions d'éducation. Est-ce que c'est lié au fait que les enfants ne vont plus à l'école? On se pose plein de questions. Pourquoi aujourd'hui ça? D'autant plus que quelque part, quand vous ouvrez votre télévision, vous avez souvent accès à des programmes
C'est intéressant. Voilà, bon, assez intéressant pour la situation qui nous occupe. Voilà. Pour vous, comment on peut comprendre ça? Moi, je le vois à plusieurs niveaux, hein, parce que le plus souvent, on évoque la question d'éducation, on dit les parents abandonnés, les enfants. Mais non, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut réformer l'école aussi, parce que l'école, c'est pas aussi aller apprendre à lire seulement et à calculer. Il faut aussi apprendre à inculquer d'autres valeurs aux élèves. Parce que vous allez voir des pays qui sont très bien avancés où l'éducation, au-delà d'apprendre à lire et à écrire également, il y a des valeurs qu'on donne à ces enfants-là. Il faut ajouter ça aussi. Maintenant, quand on revient à ce sujet, ce n'est pas le premier sujet qui fait la polémique, ce ne serait pas le dernier aussi, je pense bien. Mais quand on voit ici, c'est une catégorie d'adolescents, si j'ai dit catégorie, en griffe, parce que vous avez vu tout de suite les gens nous disent que ce n'est pas l'enfant de Tenga, ce n'est pas l'enfant de Tira dans ce truc. Effectivement, quand on suit un peu l'évolution des choses, on voit que c'est les enfants qui sont d'une certaine aisance sociale. Sociale. Ouais. Et rassurez-vous que ce n'est pas des jeunes qui sont dans une même école, qui se connaissent d'ailleurs, non. C'est des jeunes qui lancent le recrutement à travers WhatsApp, qui ne se connaissent pas et qui se rencontrent pour faire le combat et qui se frappent. Quand vous voyez un peu les parents de certains enfants ici, vous tombez des nues, parce qu'il y a quand même des personnalités de ce pays et même des officiers supérieurs. Alors, et quand on voit tout ça, on se pose la question, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la justice et la police aujourd'hui vous disent que, et c'était pas étonnant, il fallait s'attendre. Il y a des formes de pression pour demander la libération de ces enfants et pour exiger que ces enfants-là puissent recouvrir la liberté. On peut dire une fois, bravo à ces acteurs-là qui ont mené la procédure jusqu'au bout. Mais il faut se poser la question, depuis 2 ou 3 ans, on a des situations pareilles. Qu'est-ce qu'on fait? Je me rappelle que l'Observateur Palga à l'époque avait fait un reportage à la Padoie où des mêmes adolescents à l'âge de 15 ans, le plus grave 25 ans, se donnaient à des débauches, c'est-à-dire qu'ils organisaient des soirées dans des villas UP, des soirées de patouche. L'affaire avait fait beaucoup de bruit, mais la suite c'est quoi? Quand vous prenez encore dans les lycées, vous avez vu que l'année dernière, le ministère a élaboré une stratégie nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie en milieu scolaire parce que ça devenait un phénomène. Et donc, il fallait adopter une stratégie nationale de lutte pour pouvoir combattre tous ces trucs. Mais aujourd'hui, rien n'a changé. Donc, ça veut dire que le mal, il est tellement profond. Et il est profond. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour pouvoir arrêter tout cela? Il faut un diagnostic. Un diagnostic qui va prendre quoi, qui va mettre beaucoup d'acteurs en œuvre, réfléchir, et s'il faut aller à une réforme de l'école pour pouvoir inculquer d'autres valeurs, il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, il faudrait changer le paradigme, il faudrait changer les choses. Si on ne change pas avec ces événements des réseaux sociaux, on risque encore d'assister à des scénarios qui sont pires que ça. Et c'est l'occasion aussi de dire que le gouvernement doit penser à ça. Parce qu'on a l'impression que les choses vont vite, mais notre gouvernement ne fait pas grand-chose. Vous regardez aujourd'hui les courriers qui sont supposés confidentiels qui se retrouvent sur la toile. Vous avez par exemple des sextables qui se retrouvent sur la toile. Vous avez ce qui vient de se passer qui se retrouve sur la toile. Est-ce qu'on a cadré aujourd'hui l'utilisation des réseaux sociaux dans ce pays? Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'il y a une politique mise en place? Est-ce qu'on crée? Parce qu'il n'y a pas que ça. Même quand on va plus loin, vous allez voir le terrorisme. Beaucoup vous diront que les terroristes recrutent par les réseaux sociaux également. Mais politiquement, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir contrôler l'utilisation des réseaux sociaux dans cette société burkinabé-là? Si on ne s'y lève pas très tôt, dans 5-10 ans, on risque de se retrouver à une situation où c'est irrécupérable. Oui, Joachim, est-ce que c'est votre avis également qu'on est en train de vivre cette désagrégation de la société burkinabé? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on a des jeux dangereux entre adolescents, leur âge varie entre 14 et 15 ans. Peut-être le plus âgé, il a 16 ans. 16 ans, oui. Ouais. Parmi les 5, le plus âgé a 16 ans et le plus jeune a 14 ans. 14 ans. Voilà. Mais ce n'est pas nouveau. Vous vous rappelez, lorsque l'échangeur du Nord a été inauguré, on a vu tout de suite des gamins de 11 à 15 ans venir avec des gros cylindrés cascadés là-bas. La mairie a fait, la police municipale a interpellé des jeunes, ces gamins-là, et les parents sont venus pour se plaindre. Vous savez, il y a des élèves de 3e, de 4e, de 5e, qui sont sur des gros cylindrés de 1 million et demi de francs. Vous imaginez quel est le message qu'on veut donner en dotant son gamin d'un gros argent comme ça, sans lui dire
qui ne portent pas de casque, quel est le message qu'on veut donner? Bon, ce qui vient de se passer, c'est un élément de plus de ce que je considère comme une sorte de, comment dire, bon, je ne vais pas utiliser un gros mot pour créer une situation qui est déjà difficile, catastrophique, mais il y a une sorte de désagrégation sociale. C'est-à-dire, on a parlé, évidemment, il faut qu'on mette les parents devant les responsabilités. Quand un enfant un mineur commet une faute, c'est son père et sa mère qui sont responsables d'abord. Quand il devient majeur, il est responsable lui-même. Mais avant ça, c'est eux qui sont responsables. Mais on voit ici que c'est eux qui font les pieds et les mains. Évidemment, c'est pour ça soustraire l'enfant de la sanction. Absolument, c'est eux qui font des pieds et des mains, parce qu'en réalité, c'est leur propre échec qui est mis en valeur, qui est mis à nu. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils ont été incapables de donner les fondements, parce que les enfants, on sait bien qu'il y a une période où il faut donner les fondements solides. En dehors de cette période-là, c'est fini, vous ne pouvez pas. Or, pendant des années, évidemment, avec toute l'ouverture du monde, la télévision, les réseaux sociaux, les gens ont pensé qu'il suffisait de donner des consoles de jeux aux enfants. Il suffisait de donner des écrans Android, et tout est joué. Évidemment, on ne regarde pas ce qu'il y a dedans. Et ils avalent ça à longueur de journée, et après, ils n'ont plus de repères. Ce qui vient de se passer, ces enfants, ils ne comprennent pas pourquoi on les arrête. Et leurs parents ne comprennent pas pourquoi on les arrête. C'est ça qui est dramatique dans cette affaire. Moi, je pense que, comme disait Albert, il faut que cette fois-ci, là, que la procédure aille jusqu'au bout. Bon, j'ai lu qu'ils ont été déférés à la Manco. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, il faut que la procédure aille jusqu'au bout, qu'il soit sanctionné conformément à la loi et que ça soit su. Ça soit su pour que dissuader ceux qui seraient éventuellement tentés par ça. Et puis également, bon, peut-être c'est un peu délicat, mais qu'on sache qui sont les parents de ces enfants-là. Parce que moi j'ai regardé un peu, comme dit, c'est pas des enfants de mon quartier. Voilà, ce sont des enfants Votre quartier, c'est Ouagadougou. Non. Donc c'est des enfants qui viennent avec de gros moyens, qui parlent, qui n'ont pas de problème. Donc quand on regarde la vidéo, les motos qui sont garées, c'est des motos qui ne sont pas dans... Voilà, ce sont des enfants qui n'ont pas la vidéo, qui n'ont pas de sens. Ce qui fait comme s'il si n'y avait plus de but dans c'est le mode de recrutement. Oui. C'est le mode de recrutement des adolescents qui ne se connaissent pas, mais qui arrivent à se recruter à travers WhatsApp. Vous imaginez ce que... Si on va plus loin, vous imaginez ce que ça peut créer. Ils sont capables de... Même dans les pratiques sexuelles, moi j'étais à Boro, il y a des pratiques sexuelles qui se construisent sur WhatsApp, sur Internet, où, comme je dis, surtout pour des killings comme ils appellent, et c'est des phénomènes qui se développent comme ça, mais qui ne concernent que des enfants d'une certaine élite. C'est ça. Il faut poser la question de savoir qu'est-ce que représente l'élite en termes de valeur morale dans notre aujourd'hui. Oui. Mais je crois qu'il faut relativiser en fait le fait que c'est cantonné à des enfants d'une certaine élite. Il est vrai que pour ces combats de rue-là, le recrutement est fait par des enfants d'une certaine catégorie, mais les combattants ne sont pas tous des enfants. Il y a certains combattants qui sont les voisins de Voukouma. Donc, ça touche tout le monde, parce que vous avez effectivement à la base des enfants qui ont une certaine aisance, qui peuvent miser jusqu'à 50 000 et 100 000 pour des combats. Mais vous avez des combattants qui veulent avoir aussi prendre les 100 000 et qui sont pas ils n'ont pas les 100 000 et qui veulent... Donc vous avez... Ils sont motivés par la part et donc ça touche tout le monde. Et pour moi, c'est en cela qu'il faut repenser la chose. Il est très bien que la justice se soit mise en place, parce que pour moi, ça permet déjà de donner l'exemple et de dire ça c'est interdit par la loi, il ne faut pas le faire. Je pense que ça peut avoir un impact sur les autres qui étaient plus ou moins enchantés de pouvoir le faire. Mais il n'en demeure pas, mais qu'il faut trouver des solutions. Alors on est revenu sur tout ce qu'il y a. Ce n'est pas seulement les combats de rue, hein. Il y a les jeux à caractère sexuel, il y a les rallyes moto. Les solutions ponctuelles ne servent pas, parce que très vite ça s'oublie. Et les enfants reviennent dans la rue pour reprendre les pratiques. Et le pire, c'est qu'ils passent dans la clandestinité. Et là, on a moins de vision sur ce qu'ils font. Et ça devient plus dangereux. Mais il faut penser au long terme. Pour moi, l'une des pistes, c'est le maire, par exemple, pour les rallyes moto, avec une idée lancée par l'association de motocross à Saba,
il a mis l'idée de pouvoir construire un site qui va accueillir les enfants qui ont ce talent-là sur les motos. Bon, il a très vite abandonné cette idée pour aller vendre des voitures. Encadrer souvent ce talent. Il faut y penser, notamment pour ces combats de rue-là. Quand on regarde les vidéos, il y a tout de même un certain plaisir de ces enfants-là et un certain talent dans la bastonnade qui peut être canalisé parce qu'ils sont dans une fleur d'âge qui est plus ou moins brillante, qui dévoile d'énergie et ils ne demandent qu'à être canalisés. Si on trouve... Non, je parle des enfants. Quand ils regardent les vidéos, ils ont du plaisir à se frapper et même les supporters ont du plaisir. Donc il faut canaliser ça. Ça, c'est les énergies qu'il faut canaliser. On peut trouver le moyen de... Il y a autant de sports et je pense que le ministère des Sports et de l'Asie peut trouver le moyen personnellement, de canaliser. je ne suis pas trop fan des fight. Non, il y a le kickboxing, il y a la boxe, il y a la lutte, il y a autant de sports. On se rend compte en visionnant ces vidéos que c'est comme une copie reproductive de ce qui se passe parfois dans certains programmes télé où on écrit clairement que c'est des scènes à ne pas reproduire. Oui, si Yacine le veut bien, au ministère des Sports et des Loisirs là-bas, je pense qu'il doit avoir une section qui s'occupe de ça, qui peut créer peut-être la compétition et encadrer cela. Ça va. Oui, justement. Le piège, c'est celui de laisser le ministère des Sports parce que ça intègre le ministère de l'Éducation. On a parlé de l'aspect aujourd'hui qui est la fermeture des écoles qui a empiré la situation. Il y a le ministère de l'Action sociale. Quoi qu'on dise, qui ne peut pas rester en marge de cette... Donc, il faut une synergie d'action. Il ne faut pas rester à condamner. Chacun se dit, non, ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant de l'autre, ce n'est pas l'enfant de mon quartier même, c'est l'autre qui le fait. Et donc, je ne suis pas concerné. Ils ont l'argent, ils font ce qu'ils veulent. Demain, ça serait nos enfants, ça serait nous-mêmes qui serons pris dans cette... Donc, il faut très vite agir. Et pour moi, ça passe, si on veut une solution à long terme, ça passe par la sensibilisation et l'éducation. Il a parlé tout à l'heure du programme éducatif. On a vu dans ces pays, notamment le Rwanda, où on intègre vraiment cette notion de civisme, de bonne conduite. Pour moi, il faut... Parce que aujourd'hui, chaque génération a connu ces jeux interdits. Il faut également le reconnaître. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, ça s'est amplifié. Ils ont beaucoup plus de possibilités, ils voient beaucoup de choses. Donc, il faut travailler à les inculquer déjà à la base. C'est pour pouvoir, faire face à ce qu'ils voient. Est-ce que c'est parce que je vois un boxeur américain qui se balade, pavane avec des millions de dollars en cassant des matchs de boxe américains qui défient tous les défis de Paris. Et donc, c'est pas pour autant que je peux le répercuter ici sans risquer ma vie. Et je pense que ça passe justement par l'éducation de ces enfants-là. Donc, il faut de la pédagogie. Véritablement, si on veut une solution à long terme, sinon on aura des procès ponctuels, des sorties Moi, de ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y a sens parce que ces adolescents, ils sont conscients de ce qu'ils font? C'est bien des adolescents. Et on a dit tout de suite qu'à chaque fois, et on a dit ici que même ceux qu'on a vus dans le reportage de l'OFS l'année dernière, c'était toujours le même âge. Alors, on parle justement d'adolescents. Conscients de ce qu'ils font, pour une part, oui. Pour une part, non. Parce qu'il y a l'effet... Non, ils sont conscients. Il n'y a pas de problème. Mais ici, ceux qui organisent... on est d'accord qu'ils ne sont pas conscients. Il faut trouver une solution très vite. Il ne faut pas encourager. Ça aurait été des jeunes de 18 ans en allant, on peut peut-être je n'ai pas encouragé la pratique. J'ai bien loué ce qui a eu lieu comme justice et comme action de justice avec l'interpellation de la quinzaine de jeunes qui ont été déférés, beaucoup de blessures et voire de fait. Je n'encourage pas cette pratique. Je dis simplement, ces actions ponctuelles, on a vu les rallyes moto, il y a eu combien de sorties de police, mais jusqu'à demain, ça se poursuit. Il suffit que ça se calme un moment. Et ils ressortent, ils changent de site. Tout et donc, pour moi, il faut passer dans la clandestinité. Donc, pour éviter que ça devienne... Il faut revenir voilà. Juste, Xavier, en 30 secondes. Oui, en fait, ce que je voulais dire, le phénomène, contrairement à ce que les uns et les autres ont dit, ça s'est vu aussi au niveau des villages. Moi, j'ai grandi pratiquement au village. Je sais qu'au niveau des villages, dans des marchés, les jeunes se concurrencent aussi pour une affaire banale. Vous allez voir des jeunes qui se regroupent, qui disent, bon, on va aller mener le combat un jour dans tel marché. Bon, ça veut dire que c'est la fougue, comment on appelle ça, fougue de la jeunesse, et il faut peut-être savoir canaliser, et il peut-être faut interpeller le subconscient des parents pour qu'on puisse savoir un peu, mettre l'accent sur l'éducation. Moi, j'ai aimé cette vidéo d'un prêtre congolais qui dit qu'il faut donner son être à son enfant et non à son avoir. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on regarde dans les grandes villes, effectivement, les gens grandissent parce que
voilà, mon papa, il a ceci, il a cela, qu'est-ce que je peux prendre ça pour me faire connaître dehors? C'est généralement ça on donne aux enfants, alors qu'il y a des valeurs propres aux Africains qu'il faut inculquer les enfants pour qu'on n'arrive pas à des combats de... On va s'arrêter là pour le débat de presse de ce dimanche. Malheureusement, on ne pourra pas aujourd'hui encore aborder le Burundi. Et certainement qu'il ne faudrait pas que ce soit une fixation. On donne rendez-vous certainement la semaine prochaine. On verra bien. Merci à tous les quatre d'être venus.